Et maintenant, un coup qui va vous faire vaciller. Aux États-Unis, il existe une organisation connue de tous les écoliers. Elle s'appelle le Centre du Sud pour la défense juridique des pauvres. Pendant 50 ans, elle a symbolisé la lutte contre le racisme. Ses avocats ruinaient encore le Ku Klux Klan par des procès, ces cartes des groupes haineux étaient affichées dans les rédactions, les écoles, les bureaux du FBI. Quand le Southern Poverty Law Center traitait quelqu'un de raciste, c'était une marque indélébile. Elle restait collée à jamais. L'organisation était comme une boussole morale, enfin du genre qui montre où se trouve le mal, juste là. Je crois que je vais donner un titre étrange à cette histoire sur le Southern Poverty Law Center. L'argent de la haine, ou qui a payé le Ku Klux Klan. Ce sera une histoire documentaire et policière, messieurs. Les faits établis sont séparés des versions. La culpabilité n'a pas encore été prouvée par le tribunal. Le Centre du Sud, comme on l'appelait en abrégé, luttait contre tous ceux qui, selon eux, détestaient notre société, notre morale, nos opinions, nos valeurs. Par exemple, le Ku Klux Klan, ou encore les fascistes d'Amérique, ou encore les suprémacistes blancs. Mais en réalité, ils sont très peu nombreux. On ne les voit ni ne les entend pratiquement pas en Amérique. Eh bien, pour aider à la lutte, les procureurs sous Obama et Biden disaient que le plus grand danger pour l'Amérique venait justement de ces terribles, effrayants racistes blancs qui détestent toutes les autres races, et en fait, tout ce qui est différent. Les procureurs démocrates affirmaient donc que tous les blancs auraient une haine héréditaire envers les autres races. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est ce qu'ils disaient. Comment faire en sorte que les donateurs envoient de l'argent au Centre du Sud en pensant qu'il est absolument nécessaire de nous protéger contre cela, alors qu'en réalité, il y en a très peu. Mais il faut pourtant créer l'impression qu'ils sont très nombreux, ces haineux. Et alors, quelqu'un au Centre du Sud a eu une idée. Il voulait absolument recevoir un maximum d'argent. L'idée était simple. Elle était évidente. Un jour, Charlie Chaplin, dans le film Le Kid, a envoyé Jackie Coogan casser des vitres. Il l'envoyait, n'est-ce pas ? Il venait ensuite les nettoyer et les réparer comme il était nettoyeur et vitrier. Si personne ne cassait les vitres, Charlie n'aurait rien à manger. Enfin, peut-être qu'il aurait quelque chose, mais moins qu'il ne le voudrait. Mais avant cela, nous avons encore un autre sujet absolument génial sur la façon dont le parquet fédéral américain traque et punit, depuis 2 ou 3 mois, les voleurs du Parti démocrate. On ne peut tout simplement pas passer à côté de ça. Commençons par ceux qui donc financèrent les fascistes, puis nous parlerons de ceux qui volaient des milliards à nous tous. Enfin, messieurs, c'est notre tour de faire la fête. Je vais maintenant raconter tout cela dans l'ordre. Donc, tout a commencé avec un chiffre qui ne correspondait pas. L'auditeur, dont le nom n'est jamais apparu dans les documents publics, a examiné les états financiers de l'une des organisations de défense des droits humains les plus respectées d'Amérique et a remarqué, une étrangeté. L'argent allait là où il n'aurait pas dû aller. Il partait vers des endroits si étranges que les documents ont été transmis au parquet. De là, une enquête a été ouverte. C'est sûrement une erreur, ont décidé les enquêteurs. Analysons la situation, cela ne peut pas être vrai, parce que cela ne peut tout simplement pas arriver. Mais très bientôt, le 21 avril 1926, ce qu'on appelle le grand jury dans l'État de l'Alabama a confirmé la fraude par moyens électroniques, les fausses déclarations à la Banque fédérale et le complot en vue de blanchiment d'argent. Mais ce n'était pas encore le plus important. C'était loin d'être le plus important. Qui est l'accusé ? Tout le Centre-Sud. L'essence des accusations mensongères des procureurs ressemblait à un scénario difficile à croire. De 2014 à 2023, selon l'accusation, le Centre-Sud aurait secrètement transféré plus de 3 millions de dollars provenant de dons de personnes qui croyaient lutter contre la haine. À qui transférait-il cet argent ? À des personnes liées à des groupes extrémistes violents. Lesquels ? Et ces personnes, celles à qui l'argent était transféré, elles sont membres du Ku Klux Klan, de la nation aryenne. Le Parti national-socialiste d'Amérique, ce sont des nazis américains. Autrement dit, les mêmes groupes que le Southern Center dénonçaient publiquement sur son site recevaient de l'argent du Southern Center. D'une main, l'organisation montrait du doigt les monstres. Les voilà et ils sont terribles. Et de l'autre main, selon l'enquête, elle nourrissait ces monstres. Le Southern Center organisait le racisme pour justifier son existence. C'est ce qu'a déclaré le procureur général par intérim, Todd Blanche.
C'est la formulation de l'accusation, forte, accablante. Elle vise à faire les gros titres, il faut s'arrêter ici. C'est la version des procureurs, et non un verdict établi par un tribunal. Mais même en tant que version, elle soulève une question qui, comme on dit, donne froid dans le dos. Et ceux qui ont des poils sur le dos, les poils se dressent. Une organisation de défense des droits de l'homme a-t-elle le droit d'exister ? Elle subsiste en luttant contre la haine. Que se passera-t-il si la haine devient trop rare ? Messieurs, c'est risible et effrayant. Ils commencent à tout faire pour augmenter la quantité de haine, et si possible sa qualité. Il y en a tellement que tout le pays est terrifié, et les donateurs envoient de l'argent, parce que, si tu n'envoies pas, ce ne sera jamais assez. Parce que c'est une énorme quantité de haine, il faut déjà l'arrêter. Le Centre du Sud s'est avéré être un excellent organisateur de la haine. La quantité de haine qu'ils ont produite dépassait largement tout ce que le Ku Klux Klan, plus les nationaux-socialistes, plus les nazis américains ont produit pendant toute la durée de leur existence. Et l'argent a afflué vers le Centre du Sud. C'est là que s'achève la logique noire qui façonne les accusations. Le mal est une marchandise. Son mal était présenté aux gens bons et honnêtes pour qu'ils donnent de l'argent afin de lutter contre le mal. Une partie de cet argent servait à payer le mal. Le Centre du Sud récoltait des fonds pour lutter contre les groupes haineux. Plus les groupes sont effrayants, plus les gens donnent. Alors, comment savoir qu'ils sont effrayants ? Ah, ils fabriquent des croix, ils les brûlent et recrutent de nouveaux membres. Plus l'appel aux donateurs est convaincant, plus le chèque est gros, n'est-ce pas ? Mais en Amérique du XXIe siècle, le clan, c'est juste une poignée de vieillards en drap. Une ombre de ce qu'il était autrefois. Il n'y a pas vraiment de demande pour leur haine. Et alors, selon l'accusation, l'offre, c'est-à-dire le défilé en cagoule blanche. Des croix en feu, des pancartes et même des discours rédigés par des rédacteurs très bien payés ont commencé à être créés artificiellement et transmis à tous ces gars-là. Les chiffres de croissance produits dans l'acte d'accusation élargi en Russie parlent d'eux-mêmes. Le revenu déclaré du centre-sud, le revenu déclaré du centre géo-sud est passé d'environ 38 millions de dollars en 2010 à 130 millions en 2023, soit une augmentation de 233%. Ah! Les actifs nets de l'organisation sont passés de 238 millions à 787 millions de dollars sur la même période. Les gars, près de 800 millions de dollars pour une organisation qui existe pour lutter contre ce qu'elle-même, selon les accusations, aurait contribué à maintenir à flot. Ah, il y avait aussi des gens à qui on payait pour qu'ils ne partent pas. Ici, l'histoire devient vraiment digne d'un polar sombre. Selon l'accusation, parmi ceux qui recevaient l'argent des donateurs, il y avait des personnes qui voulaient tant quitter ce mouvement, quitter tous les mouvements. C'est précisément eux, affirme l'enquête, qu'on retenait par l'argent. Le Centre du Sud leur versait des milliers de dollars pour qu'ils restent au sein de groupes haineux. Pas pour les en sortir, mais pour qu'ils ne partent en aucun cas. D'après l'accusation, il s'agissait d'éviter la désintégration du groupe, d'avoir des personnes sur lesquelles rédiger des rapports et de maintenir la carte de la haine remplie de points. Pour que le donateur, en ouvrant une lettre sollicitant un don, voit « menace, menace, menace » juste à côté. Si tu ne donnes pas d'argent pour la lutte, alors, selon cette version, la personne qui voulait sortir de l'ombre se transformait en une ligne de revenus. Décor d'un spectacle organisé pour collecter des fonds. Une couverture était nécessaire pour garder le secret. Chaque bonne histoire policière repose sur un détail qui révèle toute la construction. Dans cette histoire, ce détail était une société fictive. C'est ce qu'affirment les procureurs. Un employé du centre a donc expliqué aux bénéficiaires de l'argent qu'ils devaient là savoir quoi répondre si quelqu'un leur demandait la provenance de leurs revenus. Dites que vous travaillez pour une entreprise appelée Livres Rares. Dites que vous aidez des étudiants d'université avec leurs recherches et leurs travaux écrits. Livres Rares. Aidez les étudiants. Une histoire inoffensive, ennuyeuse, qui ne suscite aucune question. Mais une couverture idéale pour l'argent qui, selon l'enquête, allait aux membres du Ku Klux Klan. Et cet argent, selon l'acte d'accusation, ne couvrait pas seulement les salaires.
Les personnes impliquées étaient remboursées pour les dépenses liées aux activités du clan, y compris pour le bois, les tissus, enfin, pour les croix, la fabrication et l'incinération des croix. Ces dépenses étaient remboursées. Ils payaient, présentaient les factures et étaient remboursés. Autrement dit, le Centre-Sud payait ses propres employés. Ceux-ci recevaient un salaire, ce qui en faisait des employés, certes secrets. Pour qu'ils achètent des planches, fabriquent des croix avec, puis achètent du kérosène ou autre chose, et ils versaient cela sur les croix. Ils les installaient, les brûlaient et recevaient de l'argent pour les matériaux. Et pour leur travail. Remboursement des frais et salaires mensuels. Pensez à cette comptabilité, un reçu pour le bois de chauffage. Pour la croix en feu, des remboursements ont été demandés, payés selon l'accusation avec l'argent des gens, ceux qui faisaient aussi des dons pour que de telles croix ne brûlent plus jamais nulle part. Classé. Une partie des fonds, affirme-t-on, servait même à confectionner des cagoules blanches du clan et à recruter de nouveaux membres. On disait qu'ici, on pouvait gagner de l'argent. En fait, plus personne dans ce Ku Klux Klan ne voulait rien brûler. Et le Centre-Sud disait « Non, vous allez brûler », et il les payait pour qu'ils le fassent, les forçant à le faire. Un symbole de haine financé par ceux qui la détestaient. Y a-t-il accusation d'ironie plus cruelle ? Difficile à imaginer, n'est-ce pas ? Voici la partie la plus controversée de l'histoire. Ici, une honnêteté totale est indispensable. De nombreuses personnes demandent pourquoi tout cela refait surface maintenant, en 2026. Pourquoi sous l'administration précédente, rien ne s'est-il passé pendant des années ? Il n'y a pas de réponse claire ni prouvée. L'affirmation selon laquelle, sous Biden, l'enquête a été menée, puis close ou étouffée, dans les documents publics n'est pas confirmée. C'est une question ouverte, et non des faits établis. Le présenter autrement reviendrait à mentir. Mais la piste que suivent les législateurs existe bel et bien. Le président du comité juridique de la Chambre des représentants, Jim Jordan, a envoyé une lettre au chef par intérim du Centre-Sud, exigeant de fournir des documents et des correspondances, y compris avec toute personne, organisation, ou à l'organisation ou à l'administration Biden-Harris, toute organisation liée à Biden-Harris. Pour que ce soit clair, même s'ils détruisent pour tout cela, je parle de la correspondance. Et s'il y a une décision de justice, alors toute entreprise de communication, qui a servi le Centre-Sud, sera obligée de fournir tout ce qu'elle a. Et ils ont tout ce qu'il y avait. Rien, comme on dit, ne disparaît. Qu'est-ce qui se cache derrière cela ? Manœuvre politique, une vraie piste ou rien, seul le temps le dira. Pour l'instant, cette demande reste en suspens. Un soupçon qui reste encore à confirmer ou à infirmer. Un bon détective est honnête avec le lecteur. Ici, nous avons un fait, et là, pour l'instant, seulement une ombre sur le mur, et nous ne savons donc ni qui la projette ni comment. Le Centre du Sud nie catégoriquement toute culpabilité et qualifie les accusations de mensongères, affirmant que le gouvernement déforme la nature de son travail. Selon eux, il ne s'agit pas d'un financement de clan, mais d'un travail classique avec des informateurs. En somme, 5 millions de dollars ont été dépensés pour rémunérer des informateurs. Des sources rémunérées infiltraient des groupes extrémistes, recueillaient des informations et les transmettaient aux forces de l'ordre, dont le FBI. Ils auraient ainsi aidé à prévenir la violence et à empêcher des crimes. En d'autres termes, ce que l'accusation qualifie d'alimentation de la haine, la défense l'appelle du renseignement contre la haine. C'est le même argent, les mêmes personnes, mais sous forme de sponsoring, c'est un soutien au clan. Sinon, c'est une opération visant à le saper de l'intérieur. L'accusation répond à la défense. Et le procureur général Blanche a déclaré qu'il n'y a aucune preuve que le groupe partageait les informations obtenues avec les forces de l'ordre. Mais la défense affirme « Non, nous partagions ». Il faudra clarifier cela. C'est le tribunal qui tranchera. Ce n'est ni une conférence de presse, ni un titre ou un post sur les réseaux sociaux. Le tribunal, les preuves sont présentées, non simplement déclamées. Actuellement, nous faisons face à de graves accusations détaillées. Apparemment appuyées par des documents financiers, mais ce ne sont que des accusations, n'est-ce pas ? La présomption d'innocence n'existe pas seulement pour les gens qui nous plaisent, elle existe aussi pour ceux que nous n'aimons pas. Sinon, elle n'existe pas du tout. Et pourtant, dans cette histoire, il y a quelque chose qui dépasse le cadre d'une simple affaire judiciaire et qui pousse à réfléchir. Pendant un demi-siècle, le Centre du Sud possédait un pouvoir redoutable, la capacité de marquer quelqu'un au fer rouge. Qualifier une organisation de groupe haineux, cela signifiait rayer tous ses membres de la société respectable. Cette marque coûtait leur emploi, réputation et parfois leur sécurité.
Et cette marque était apposée par une organisation qui, selon l'accusation aujourd'hui, pouvait elle-même créer la haine qu'elle dénonçait ensuite. Ceux à qui, selon l'enquête, on payait secrètement étaient publiquement qualifiés des pires personnes d'Amérique, sous leur propre nom, contre lesquels il fallait lutter, et ils gagnaient de l'argent sur ce combat. Si c'est vrai, alors nous ne sommes pas simplement face à un crime financier, mais face à une machine qui produisait la peur et vendait le salut contre la peur. Voilà ce qu'il est important de comprendre, et c'est peut-être là la principale leçon. Ce n'est pas une organisation spécifique qui est dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est le modèle même dans lequel quelqu'un reçoit de l'argent et du pouvoir en désignant un ennemi à la société. Dans un tel modèle, il y a toujours des tentations. Si les ennemis viennent à manquer, on commence à les nourrir. Parfois, ça les fait grandir de rien. Il existe une protection contre cette tentation, plus simple qu'on ne le pense. Ne pas croire les étiquettes sur parole. Point. Demander qui les met et pourquoi. Exiger des faits, pas un verdict. Ni un verdict, ni un communiqué de presse. Distinguer ce qui est prouvé de ce qui est affirmé. Toujours. Pour toutes les parties. Y compris celles qui nous sont sympathiques. Cette affaire n'est pas encore close. Je parle du Centre-Sud. Le jury n'a pas encore rendu son verdict. Mais même maintenant, au stade de l'accusation, elle a déjà fait une bonne chose. Elle a rappelé qu'il fallait interroger tout le monde. Surtout à ceux qui se sont autoproclamés notre conscience. Il faut vérifier l'aiguille de la boussole, même si la boussole se dit infaillible, surtout si elle se dit infaillible elle-même. Eh bien, maintenant, mesdames et messieurs, passons à d'autres criminels, qui ont déjà été arrêtés. Inculpés. Certains ont déjà été jugés, d'autres sont encore en procès. Nous pensons souvent qu'aux États-Unis, les gros poissons échappent à la prison. Les gros poissons échappent toujours à la loi, qui ne vise que les petits poissons, pas les requins. Ça vous dit quelque chose? C'est moi qui l'ai dit. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire et retenez la date. À la fin de cette vidéo, je vous ferai une promesse. Cette promesse va changer votre regard sur les 3 prochains mois de la politique américaine. Écoutez attentivement. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, aux États-Unis, se déroule la plus grande opération de nettoyage de fraude financière de toute l'histoire de ce pays. Cela signifie dans toute l'histoire de la planète. Et pour le moment, en effet, ils pêchent surtout de petits poissons, parfois des moyens. Mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné comme ça. Pour atteindre le gros poisson qui est très bien protégé, il faut d'abord attraper les petits et moyens. Celui-là même qui est au bout de l'hameçon et commence à parler. Et ils ont de quoi parler ? Sur leurs liens avec des politiciens, avec des fonctionnaires de différents niveaux. Et c'est ainsi qu'à partir de ces petits et moyens poissons, une chaîne se forme progressivement. Hameçon après hameçon. Dans laquelle le gros poisson doit aussi être pris. Personnellement, j'attends l'annonce de telles situations vers la fin juillet, début août de cette année. Pourquoi précisément à ce moment-là ? Il faut du temps pour faire monter l'affaire avant les élections, ou c'est peut-être le second scénario. Ils les retiendront jusqu'à la fin septembre, début octobre, et feront ce qu'on appelle en Amérique une surprise d'octobre. Mais nous en parlerons à la toute fin. Pour l'instant, passons aux choses sérieuses. Je vais être honnête. Je ne vais pas vous raconter des histoires en disant qu'autrefois, l'Amérique était pure et innocente. Ce n'était pas le cas. Au siècle dernier, et il y a 30 ans, il y avait ici des gens qui trompaient, manipulaient, trafiquaient, truquaient, attribuaient en des marchés à leurs proches, recevaient des pots de vin, touchaient des commissions. Pour le dire simplement, c'est le vieux monde. Franz Oppenheimer a dit il y a 100 ans que l'homme a 2 façons d'obtenir des biens. Économique, produire ou échanger, et politique, prendre par l'État. Là où il y a un grand chaudron d'argent public, il y aura toujours quelqu'un pour y plonger la main. En fait, le SRA annonce déjà la prochaine tâche, empêcher la collecte massive d'argent auprès du peuple. Moins il y a d'argent dans la caisse, moins il y a de personnes désireuses de le vider. En réalité, cela n'a pas du tout pris de l'ampleur de façon exponentielle, des dizaines de fois. Cela s'est développé sous un certain gouvernement. Sous Obama, cela a commencé à prendre de l'ampleur. Ensuite, il y a eu une petite pause. Et sous Biden, cela a fleuri de façon spectaculaire. Une escroquerie systématique de l'État à plusieurs milliards. Et attention, je le dis avec prudence. Il semble que quelqu'un protégeait ces personnes. D'en haut. Maintenant, il vise ceux d'en haut. En russe, on dit « couvrir » ou « protéger ».
Le travail consiste à diviser les petits voleurs et escrocs pour qu'ils dénoncent leurs protecteurs. Permettez-moi d'énoncer tout de suite la règle d'or que je suis toujours. Je distingue toujours clairement un fait avéré d'une hypothèse. Ce qui est reproché à une personne, ce qui figure dans l'accusation et dans le verdict, c'est un fait. Qu'une personne haut placée était au courant et couvrée, c'est une hypothèse, un soupçon. Je préciserai toujours ce qui relève du fait ou de la version. Bien sûr, quelqu'un les couvrait, mais examinons cela de plus près. 8 des plus grandes affaires. Première affaire, Minnesota. Il faut vraiment en prendre conscience. Une organisation à but non lucratif appelée Nourrir notre avenir, un nom puissant, aurait soi-disant nourri des enfants affamés pendant la pandémie de Covid. L'argent provenait du programme fédéral d'alimentation pour enfants. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? La fondatrice de l'organisation, Amy Bock, a été reconnue coupable par le tribunal de fraude financière et de corruption et a été condamnée. Mesdames et messieurs, 500 mois de prison. Cela fait presque quoi ? 42 ans, n'est-ce pas ? Le tribunal l'a obligée à verser personnellement plus de 240 millions de dollars en dédommagement. Au total, plus de 250 millions de dollars fédéraux ont été détournés selon ce schéma, et environ 50 millions ont été récupérés. C'est un fait établi par le tribunal. Et maintenant, réfléchissez au mécanisme. Des points de restauration fictifs, des listes d'enfants falsifiés, des noms inventés, des milliers, des dizaines de milliers, des âges inventés. Une entreprise a déclaré en quelques mois avoir nourri plus d'1 million d'enfants qui n'existaient pas dans la réalité. Ils ont inventé 1 million d'enfants. La dynamique devient alors intéressante, car, au nom de Dieu, ce n'est pas la fin, mais le début de l'histoire. En mai 2026, le ministère de la Justice a inculpé 15 autres personnes pour avoir détourné des fonds provenant des programmes sociaux de l'État, pour un montant initialement estimé à 90 millions de dollars. Parmi eux, 8 personnes sont accusées d'avoir fraudé le programme de logement. Eh bien, il s'agit de la fourniture de logements pour, disons, les personnes démunies, les personnes handicapées et ainsi de suite. C'est un programme qui était censé aider les personnes âgées et les personnes handicapées à trouver un logement stable. C'était censé être le cas. Les fonds du programme sont complètement épuisés. Pas un seul handicapé et pas un seul non handicapé. Eh bien, il n'y avait nulle part où aller après. Voilà. Troisième affaire, Californie. En avril 2026, un homme nommé Paul Randall a plaidé coupable d'avoir détourné plus de 270 millions de dollars du système Medicaid. Eh bien, la médecine, n'est-ce pas ? Selon les procureurs, il s'agit de l'un des plus grands systèmes de ce genre dans l'histoire de l'État de Californie. Et voici un détail qui, vraiment, donne des frissons. Réfléchissez-y. C'est son 7e montant. Une condamnation pour fraude, la 7e. C'est-à-dire qu'il a été jugé 6 fois. Et il n'a jamais été emprisonné, même s'il a été accusé d'escroquerie. Eh bien, je ne sais pas, peut-être qu'il faisait moins de choses, ou qu'il payait plus de gens. On ne sait pas pourquoi. Il s'est fait prendre 6 fois. Il a été accusé 6 fois. Il a été jugé 6 fois. 6 fois, il a été reconnu comme voleur et escroc. Il n'a jamais passé un seul jour en prison. Formidable. Comment ça se fait ? 4e affaire. Donc l'affaire de Mohamed, elle s'appelle. Bon, Mohamed, d'accord ? Encore de la nourriture pour bébé. En mars 2026, 5 personnes ont reconnu leur culpabilité dans le vol et le blanchiment de 14,5 millions de dollars. Eh bien, c'est juste une broutille. N'est-ce pas ? Comparé à 280, là, c'est une broutille. Et d'où ça vient ? De ce même programme d'alimentation pour enfants. La famille et les amis agissant par l'intermédiaire d'une société d'aide alimentaire inspirant la jeunesse. Eh bien, ils inspiraient la jeunesse, ils montraient la voie, ils allèrent de l'avant et montrèrent le chemin. En 9 mois, ils ont nourri plus d'1 million d'enfants. Enfin, sur le papier, n'est-ce pas ? Des listes falsifiées, encore une fois. Des enfants inventés, encore une fois. Des âges inventés, encore une fois. La faute avait été reconnue. Et maintenant, un paradoxe qui mérite, disons, de s'arrêter une seconde. Vous pensez que plus l'État donne d'argent pour une bonne cause, plus il se passe de bonnes choses ? Non, messieurs. C'est tout le contraire. Plus le slogan est noble. Par exemple, nourrir les enfants affamés.
C'est respectable. Nous donnerons un logement aux personnes handicapées. Nous donnerons. Aux frais de qui? Nous allons sauver les entreprises pendant la pandémie. Mais lesquelles? Pourquoi et avec quel argent? Oui. Un énorme flux d'argent est organisé. Plus le flux d'argent est important, plus les liasses envoyées sont épaisses, plus le contrôle est faible. Voilà comment ça se passe, je ne sais pas. Mais c'est une loi de la nature, comme on dit. Plus le flux d'argent est important, plus le contrôle est faible. Et plus ce fameux moyen politique, selon Oppenheimer, devient juteux. Un objectif noble sert de camouflage. Qui oserait vérifier ceux qui nourrissent les enfants et en plus l'avenir? S'attaquer aux défenseurs des pauvres, c'est passer pour un sans-cœur. Et c'est précisément sous cette couverture, sous la bannière de la compassion, que des milliards passent à côté de ceux à qui ils étaient, soi-disant, destinés. Je félicite ceux qui les ont émis, car ils savaient très bien qu'ils n'arriveraient jamais à destination. Souvenez-vous de ce paradoxe. Les programmes les plus nobles sont devenus les mangeoires les plus pratiques. Non pas en dépit de leur noblesse, mais grâce à elle. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. 5e affaire. Delaware. Un État à part. Donc l'affaire s'appelait « Sauvetage des entreprises ». Le 21 mai 2026, un jury fédéral a reconnu coupable 2 personnes, un homme de Caroline du Sud et une femme de l'Oregon, pour un stratagème qui a généré plus de 9 millions de dollars d'aide aux entreprises. Oh, une broutille. Donc il y avait un programme, le PPP, qui a été mis en place pendant le Covid. Il a été créé pour sauver des emplois pendant la pandémie. J'ai déjà expliqué comment cela fonctionnait. Donc une entreprise était enregistrée. Pas une seule personne. On écrivait qu'il y avait, disons, 27 employés. On allait à l'endroit approprié. On recevait la somme d'argent nécessaire. Et pour cette entreprise, on attribuait 200, 300, 500 000 dollars. Pour sauver des emplois qui n'ont jamais existé là-bas. Voilà. Et il était écrit que tout avait été vérifié et que tout était correct, n'est-ce pas? Donc ils ont utilisé cette loi, ou comment elle s'appelait, ce décret, pour soumettre de fausses demandes de la part d'entreprises qui n'avaient pas un seul véritable employé. Personne n'a vérifié. Autrement dit, soit notre gouvernement agit partout comme des imbéciles et des idiots absolus, sans rien vérifier. Je dois dire tout de suite que j'ai eu affaire à eux. Ils demandent toujours des preuves. Autrement dit, pour une raison quelconque, pour ces personnes précises, dans le cadre de ces programmes précis, personne n'a exigé aucune preuve. Et maintenant, ils ont été condamnés par un tribunal composé de jurés. La 6e affaire, en Arizona, un autre État, oui. Donc là-bas, c'est encore plus intéressant. Une ligue de basket-ball qui n'a jamais existé recevait aussi de l'aide de l'État. En avril 2026, un citoyen américain du nom de Jamar Johnson, bon, j'espère que vous entendez d'où viennent ces noms, oui, a admis avoir détourné plus d'1 million de dollars via le programme PPP. Il a déclaré qu'il dirigeait une ligue de baseball amateur. Non, de basketball, je m'excuse, une ligue de basketball. Il a donc transféré l'argent en crypto-monnaie et l'a envoyé sur des marchés étrangers pour dissimuler les traces. Il a admis sa faute. Soyez attentifs à ce point. La crypto. Les procureurs le disent délit clairement. Dès que l'argent volé est converti en crypto-monnaie, il devient pratiquement impossible de le tracer. C'est pourquoi, disent-ils, l'essentiel est que l'argent ne quitte jamais le trésor public. Il faut un système qui attrape l'escroc avant le paiement, pas après. Bon, 7e affaire. New York, donc Buffalo, New York. En mai 1926, un grand jury a inculpé 6 personnes pour un système de blanchiment de chèques du Trésor américain volés. Ils prenaient des chèques appartenant à d'autres, des remboursements d'impôts émis au nom d'autres personnes, ouvrirent des comptes sous de faux papiers au nom de ces personnes et retiraient l'argent. Eh bien, c'est du propre. C'est un fait. L'accusation a été portée. Ici, ils volent directement dans la poche des citoyens, pas au programme. Par le biais du système de remboursement. Et puis, la 8e affaire, Californie, Don Williamson. L'ancienne assistante du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, Don Williamson, a reconnu sa culpabilité. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Avec un complice, elle a mis en place un système pour détourner de l'argent d'un compte de campagne inactif de l'ancien ministre de la Santé, soit environ 225 000 dollars en un peu plus de 2 ans. Des détails, en plus des fraudes, ont eu lieu avec ces crédits. Elle a demandé à une connaissance de rédiger un contrat antidaté, fictif bien sûr, afin d'obtenir le droit à un crédit et son annulation.
Oh waouh. En plus de fausses déclarations fiscales ou des dépenses personnelles comme des sacs, du luxe, des bijoux, étaient incluses. Des vols en jet privé, des vacances au Mexique, l'installation d'un système de climatisation à la maison, des centaines de milliers de dollars versés à des membres de la famille pour des emplois totalement fictifs étaient enregistrés comme des dépenses professionnelles. Il a admis les faits et attend la sentence. Le gouverneur n'est pas cité dans l'accusation, c'est important. Je le souligne. Il ne s'occupe pas de telles broutilles. Ce sont les assistants et les adjoints qui s'en chargent. Et remarquez en quoi cette affaire diffère des premières aux familles. Ici, l'argent ne va plus simplement dans la poche de quelqu'un. Ici, il s'intègre dans la machine politique. Compte de campagne électorale. Assistant du gouverneur, des proches embauchés pour des emplois fictifs. Voilà le lien entre le menu fretin et la politique, en 8 affaires. En fait, il y en a 800, pas 8. J'ai juste raconté. Oui, j'ai dispersé ça dans 8 États. Oui, et à chaque fois, c'est la même structure. Une enseigne noble. Un flux d'argent public. C'est de l'argent que nous, ceux qui paient, avons versé au trésor. L'argent disparu dans les poches de quelqu'un. Les procureurs disent clairement que cela n'est jamais arrivé auparavant, ni par son ampleur, ni par sa rapidité. Et maintenant, tout cela est enfin mis en lumière. Il faut leur rendre hommage. Elon Musk et son équipe ont beaucoup aidé. Vous vous souvenez ? La pluie de Twinon, le département de l'efficacité gouvernementale a été créé au début du second mandat de Trump. Et au début, c'est justement Musk qui le dirigeait. Au 1er janvier 1926, la pluie a annoncé une économie de 215 milliards de dollars. 215 milliards de dollars. Savez-vous ce que cela signifie si l'on compte pour chacun d'entre vous, y compris les petits-enfants nés hier ? Cela fait 1335 dollars par personne. Ils l'ont découvert durant les premiers mois de leur travail. Elon Musk lui-même a parlé de façon imagée. On me demande comment chercher la fraude au sein du gouvernement et je réponds « aller dans n'importe quelle direction ». Comme dirait un pro les militaires, c'est un environnement riche en cibles. Aller dans n'importe quelle direction. Où que vous alliez, il n'y a que des voleurs. Comme on dit en Russie, ils sont à l'aise ici. Musk est resté combien de temps à ce poste ? 4 mois ? Il est parti, mais le point clé, ils ont continué à creuser. Ils ont simplement arrêté d'en parler haut et fort. Le travail est allé en profondeur, dans le silence. Et sur la base de ce que l'équipe de Musk a découvert, une nouvelle structure a été créée, déjà sous la direction du vice-président des États-Unis. C'est ce qu'on appelle le White House Task Force. White pour l'élimination de la fraude. Eh bien, le groupe de travail de la Maison-Blanche pour l'élimination de la fraude, n'est-ce pas ? Elle est dirigée par le vice-président J.J.D. Vance. Et voici ce que Vance a découvert, et c'est, à mon avis, l'observation la plus révélatrice de toutes. Il a dit « Il s'est avéré que les agences gouvernementales ne communiquaient tout simplement pas entre elles. Qu'est-ce que cela signifie ?» Le Trésor avait des preuves de fraude financière, mais n'en a rien dit au ministère de la Justice. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Le ministère de la Santé avait des preuves de fraude à Medicaid. Ce sont les paiements pour les malades, disons, pour les pauvres, les personnes âgées, les handicapés et ainsi de suite. Mais il n'en a pas parlé au Trésor. Et pourquoi ? Chacun gardait sa propre pile de données et, pour une raison quelconque, restait silencieux. Alors on se pose la question, est-ce de la bêtise ou autre chose ? Le groupe de Vance. En ce moment, à la veille des élections, le groupe montre aux Américains ce qui s'est réellement passé toutes ces années où les démocrates étaient au pouvoir. Et la liste s'allonge déjà. On a officiellement annoncé l'arrêt de 260 millions de dollars de paiement Medicaid en raison de soupçons de fraude. Accusation contre un groupe pour une vaste escroquerie immobilière et des prêts frauduleux ciblant des personnes âgées. À propos de centaines de prestataires à haut risque de services d'hospice, de soins palliatifs et de soins médicaux à domicile en Californie. Et c'est ici que je passe à la version suivante. Je précise, c'est une version, pas un fait. Il y a de sérieux soupçons que dans ces États, 8, en fait ce n'est pas 8, mais 48. 48. Surtout là où un seul parti, les politiciens du Parti démocrate, gouvernent depuis des décennies. Soit ils étaient au courant de ce qui se passait, soit ils fermèrent les yeux, enfin, ils savaient et fermèrent les yeux, soit ils couvraient tard tout ça pour de l'argent, ou peut-être pour un soutien politique, on ne sait pas, ou alors ils étaient impliqués. Et ceux-là sont directement impliqués eux-mêmes. Pour moi, c'est la même chose, en fait. On ne le sait pas avec certitude. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ce qui me fait frissonner, c'est autre chose. Apparemment, des informateurs en ont parlé.
Des personnes apparaissaient dans les institutions publiques, au FBI, chez les dirigeants, au ministère de la Santé, etc., et disaient « Les gars, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, 1, 2, 3. » Les signaux étaient envoyés. Et en réponse, c'était le silence. Silence. Pendant des années, rien. Rien n'a été fait. Et cela indique une des deux choses. Soit ces personnes ne voulaient pas toucher à ces schémas. Pourquoi ? Pourquoi donc, Soit ils étaient eux-mêmes d'une certaine manière impliqués là-dedans et en tiraient un certain bénéfice. Je ne dis pas que c'était de l'argent, mais ils en tiraient quand même un certain avantage. Troisième explication. Il est difficile de justifier des années d'inaction malgré les signaux. Pour ma part, je ne peux imaginer une troisième option. Un détail indirect à ce tableau. Lorsque le vice-président Vance a convoqué une réunion de son groupe de lutte contre la fraude, 15 personnes sont venues. Il a demandé au procureur général de l'État de venir le voir pour lui faire un rapport sur la situation, sans donner d'ordre car personne ne le peut. Il s'avait dit pourquoi il venait. 15 procureurs généraux sont arrivés, tous étaient hommes républicains. Tous étaient républicains. Et une vingtaine de procureurs généraux démocrates ne sont pas venus. Qu'ont-ils dit ? L'invitation est arrivée trop tard. Peut-être qu'ils n'avaient vraiment pas le temps. Ou peut-être que c'est encore une version qui n'est pas celle de New York, et ils voulaient reparticiper à l'enquête sur ce qui se passait sur leur territoire, parce qu'ils avaient peur que la piste mène à eux-mêmes ou à leur patron. C'est là qu'un gros problème commence à se poser pour le Parti démocrate. Un sujet distinct de la fraude, mais lié à elle par une logique commune. Lorsque l'ancienne équipe est compromise, le parti commence à faire émerger de nouveaux visages, des personnes qui auparavant ne participaient là pas à son gouvernement. Eh bien, dans le vol, dans la fraude, ce qu'on appelle du sang neuf, n'est-ce pas ? Et parfois, ils en sortent certains qui laissent sans voix. L'exemple le plus marquant, le plus intéressant. Le candidat au Sénat de l'État du Maine, Graham Platter. Je vais vous dire maintenant ce qui est un fait et ce qui est une rumeur. C'est fondamental, un fait. Il a un tatouage Totenkopf sur le corps, une tête de mort. C'est un symbole utilisé par les troupes SS de l'Allemagne nazie, notamment par les gardiens des camps de concentration. Cela est confirmé par de nombreuses photos. Il aime montrer son corps. Platé affirme qu'il ne savait rien de la signification nazie de ce symbole. Absolument rien. Et maintenant viennent les accusations. Je les appelle des versions, des témoignages de témoins. Selon le New York Times, plusieurs de ses anciennes petites amies l'ont accusé de violence physique, ou comme elles l'ont dit, de comportements inquiétants. L'une d'elles, Lindsay Fifield, a raconté au journal que Platter connaissait parfaitement la signification de son tatouage et l'appelait « mon Totenkopf ». Mon Totenkopf, ce qui contredit directement ses propos sur son ignorance. Elle a aussi évoqué des épisodes où, selon elle, il la serrait si fort qu'il lui laissait des marques. D'autres femmes ont décrit des relations toxiques, ont parlé de fantasmes, de violence et d'alcoolisme sévère. Sam est un bon candidat au Sénat. Sam Platter nie tout cela et explique son comportement passé par un stress post-traumatique, une dépression et l'alcool. Après avoir servi en Irak et en Afghanistan. Un sénateur remarquable, tout simplement. Sénateur. Les accusations des femmes, encore une fois, ce n'est que leur version, leur témoignage, pas encore un verdict du tribunal. Mais le fait qu'il ait un symbole nazi sur le corps et le fait que ces rumeurs très graves circulent autour de lui et que l'accusation existe déjà, c'est déjà en soi inquiétant, je dirais. N'est-ce pas ? Je ne dirais pas cela. Beaucoup de rumeurs circulent. Mais avec lui, ces rumeurs semblent vraiment coller parce qu'il a un caractère épouvantable, il est explosif. En plus, les gens qui ont servi avec lui racontent des choses pas très agréables sur lui, etc. Et vous savez ce qui est le plus révélateur ? La sénatrice Elizabeth Warren, qui auparavant qualifiait publiquement les tatouages du ministre Exet de menaces potentielles, et il n'y avait rien de nazi ou de fasciste dans ces tatouages, c'était juste, disons, il a servi dans l'armée et il s'est fait tatouer quelque chose en rapport avec l'armée américaine. Et maintenant, elle a soutenu Platter avec enthousiasme, le qualifiant de véritable. Donc, c'est une triple norme, oui, même pas une double. C'est un fait, ce sont ses propres mots. Espérons ne jamais avoir une telle personne au pouvoir. Et Platter n'est pas le seul que le parti met en avant faute de mieux. Il est intéressant de voir qui il propose là où les anciens visages sont connus.
Mais ceci, mesdames et messieurs, est une autre histoire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les candidats que Dima Dimpartia propose lors de ce cycle, écrivez-le dans les commentaires. Les candidats. Nous ferons une analyse séparée. Bon voilà, pour ainsi dire, je vous ai déjà pris beaucoup de temps. Je pense que cela vous a intéressé, j'espère que cela vous a plu. À la prochaine.